Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui nous regarde. L'alerte a frappé le poste de commandement de la station Irène comme un coup de poing. Changement de gravité imprévu. Arc tribord de 73 degrés. L'enseigne Juno cria d'une voix cassante, les yeux rivés sur l'écran du capteur principal. Déplacement de masse. Ce n'est pas une tempête, c'est une flotte. Le lieutenant Marcus Harlan était déjà debout. Confirmez l'identité. Juno tapa rapidement sur l'interface. L'hologramme s'affina. 4, non. 6 croiseurs Drexans émergèrent du voile de brume magnétique au-delà de la ceinture extérieure. De longues coques aux crêtes dorsales latérales, hérissées de ports de chargement et de hangars internes. Leur signature thermique était froide, stable, efficace. Pas d'insigne décoratif, pas d'éclat extérieur, seulement la géométrie brutale d'une ingénierie axée sur la fonction. Les Drexans étaient connus pour deux choses, la précision et le dédain. Consortium Drexen, confirmé. Classe croiseur, déplacement important, formation serrée, pas de vaisseau de soutien. Harlan baissa la voix. Ils ne sont pas là pour négocier. Les fenêtres extérieures de la station offraient une vue dégagée sur le convoi. Une file de 12 vaisseaux cargos humains en route vers Irène. Moteurs chauds, boucliers baissés, coques désarmées. Ils ne modifièrent même pas leur cap. Les croiseurs Drexan n'émettaient aucun signal, n'appelaient aucun message, n'allumaient aucun avertissement. Ils encerclaient le convoi avec une synchronisation parfaite. Des rayons tracteurs invisibles s'activèrent. Des vaisseaux humains furent attirés vers les coques drexiennes les plus proches, tels des jouets. Aucun coup de feu ne fut tiré, aucune résistance. Les Drexans les engloutirent, tout simplement. Un à un, les cargos disparurent dans des bouches d'acier froides. Ni guerre, ni même conquête, juste l'effacement. À travers la station, tous les moniteurs diffusaient la même image. 12 cargos disparaissaient dans les baies de Drexen. Un silence clinique, réalisé en quelques minutes, venait d'arriver. Juno murmura à peine. Elle le poussa vers la centrale audio. Une seule voix de Drexen jouait à voix basse, modulée, presque désintéressée, à l'intention des représentants de la Terre et des territoires affiliés. Le consortium offrait la survie, la soumission de toutes les cargaisons sortantes au tarif Drexen standard et un accès illimité aux voies de transit de Séoul 9. Ou la famine. Vous avez 7 cycles pour vous y conformer. Le message se répétait. Pas de revendication territoriale, pas de bataille, juste la soumission ou la famine. À l'Assemblée orbitale des Nations Unies, en orbite autour de Genève, la panique n'explosa pas. Elle se figea, sobre, lente, paralysée par une bureaucratie déguisée en urgence. Dans la salle de guerre, des écrans géants diffusaient des projections, des itinéraires logistiques et des réactions médiatiques. Des visages en gris militaire et argent politique bordaient le périmètre. L'amiral Gregory Craig, commandant de la défense spatiale terrestre, se tenait immobile, les bras croisés, tandis que les images de Drexen étaient diffusées pour la 5e fois. Ils n'ont rien percé, marmonna le directeur Philippe Navarro, représentant du Conseil du commerce interstellaire. C'est un étranglement silencieux. Ils n'ont pas pris d'otages, ajouta le général Rémi Kravitz d'une voix aigre. Ils ont fait l'inventaire. Les débats se sont divisés en factions. Certains ont exigé des représailles, d'autres ont murmuré des paroles d'apaisement, des concessions temporaires, des expéditions d'urgence, l'ouverture de couloirs sous surveillance. Craig leva la main, réduisant la salle au silence. Il nous faut quelqu'un qui sache opérer sans flotte, quelqu'un qui n'ait pas besoin d'une armada pour déclencher une guerre ou y mettre fin. Navarro haussa un sourcil. Cela ressemble à de la mythologie, pas à de la stratégie. Craig se tourna vers le fond de la salle, les yeux sombres. Non, juste un souvenir. Louis Baltier se tenait seul dans le hangar sombre du secteur 4 Archangel, observant les techniciens passer entre les échafaudages et les conduites de carburant, préparant un vaisseau dont personne n'avait parlé depuis des années. Un vaisseau de guerre d'un autre temps. Le NTV Galagan dormait, son métal noir terni par le temps, son blindage rapiécé de campagnes oubliées depuis longtemps par les médias galactiques. Chaque recoin était défaillant selon les normes modernes. Trop lourd, trop analogique, trop humain, 60 et 1 an. Aucune distinction depuis plus de 10 ans, aucun commandement depuis 7 ans. Et pourtant, il se tenait là,
interpellé sans cérémonie, ne lui offrant qu'une simple phrase de l'amiral Craig. « Vous êtes la dernière carte à laquelle nous faisons confiance. » Il ne répondit pas, se contentant d'acquiescer. Ses doigts touchèrent alors la cloison du Galligan comme pour saluer un fantôme familier. « Monsieur », appela une voix. Un jeune officier, le lieutenant André Melnik, l'un des rares vétérans affectés au nouvel équipage réduit du vaisseau. Arrivée de carburant terminée. Amorçage du réacteur à 90. Ordre. Baltier le regarda. Fatigué. Vif. Concentré. Préparer les protocoles de lancement. Régler le vecteur sur l'interception sol. 9. On bouge. Melnik leva les yeux vers le vaisseau qui les surplombait. Sa coque marquée de cicatrices de bataille. Semble imparfaite. Des patchs vieux. Mais il y avait du poids. Une sorte de présence qui faisait taire les doutes avant qu'ils ne puissent parler. L'espace d'une brève seconde, même l'équipe du hangar s'immobilisa. Melnik cligna des yeux. « Monsieur, nous n'avons même pas chargé la logistique secondaire ni assigné la rotation des équipes de tir. On n'en a pas encore besoin. Ce qu'il nous faut, c'est de la présence. » Melnik hésita, puis salua. « Oui, commandant. » Tandis que les ordres parvenaient à l'équipage, le personnel au sol commença à boucler le périmètre de lancement. À l'extérieur du hangar, des satellites civils lointains rediffusaient déjà l'avis de lancement. Le nom de Galligan résonna sur les chaînes d'information, semant confusion, scepticisme et rire. Le nom de Baltier n'était pas loin derrière. Une relique délavée, un cuirassé obsolète. Une mission suicide déguisée en parade de reliques. Les experts se demandaient si, dans les flux orbitaux, nous envoyions des antiquités dans la guerre moderne. La Terre aurait-elle perdu son emprise? S'agit-il de résistance ou de désespoir? Baltier n'entendit pas ces mots. Ou peu, était-il simplement indifférent? À l'intérieur du Galagon, les systèmes s'allumèrent un à un. Les consoles bourdonnèrent, les baies d'armes se déverrouillèrent, les moteurs grondèrent comme une bête se réveillant en signe de protestation. Le siège de commandement principal, doublé d'un treillis en alliage de titane usé mais intact, accepta son poids tandis qu'il s'installait, un souffle qui sembla durer des décennies. À l'extérieur, la grande coque se libéra de ses attaches. Le Galagan s'est détaché du hangar. Le réseau orbital de la station Irène a suivi le lancement. Des civils, adossés aux fenêtres, observaient. Pas d'acclamation, juste un silence. Celui qui suit un acte de défi trop fragile pour être applaudi. « Elle y va vraiment », murmura l'un. « Pour faire quoi ?» dit un autre. Ce vieux sot ne fait pas le poids face à une frégate Drex. Sur le fil d'actualité centrale, un commentateur ricanait amèrement. « Mesdames et messieurs, la Terre a déployé son plan de résistance. » Un vaisseau, un vieil homme. Mais sur la carte tactique entre les mains de Baltier, la carte était propre. Ni encombrée, ni cassée. Juste des racines, des puits de gravité, des signatures Drex et de l'espace. Le dernier espace libre qu'ils avaient. Il regarda devant lui, les yeux rivés sur l'obscurité infinie. « Soumission de la cargaison ou famine ?» murmura-t-il. « Voyons s'ils savent combien de temps nous pouvons mourir de faim. » Et, d'un battement de cœur silencieux, Galagan accéléra vers sol 9. La dernière carte était jouée. Au troisième jour, le Galagan ressemblait moins à un vaisseau qu'à une chambre de compression. L'air était vicié. Le silence n'était pas paisible. Il était étouffé. Les cloisons grinçaient sous les variations de pression, tandis que le vaisseau ajustait son orbite en silence. Les membres d'équipage dérivaient dans d'étroits couloirs, certains vérifiant les nœuds de la console, d'autres traînant des caisses de stockage vers le hangar arrière, mais aucun ne parlait plus fort que nécessaire. Chaque pas résonnait plus longtemps qu'il n'aurait dû. Le vaisseau n'était pas silencieux. Il écoutait. Les bottes du commandant Baltier résonnaient avec un bruit sourd, tandis qu'il parcourait l'axe central entre les ponts 3 et 4, les mains derrière le dos. Il s'arrêta brièvement devant la cloison de la cuisine où deux jeunes marins chuchotaient, le caporal Nguyen et le technicien Elkins. Leurs paroles s'éteignirent dès qu'ils le virent. Il ne dit rien, se contenta de les regarder. Puis il continua son chemin. Le message était clair. La plupart des hommes ne savaient pas quoi penser de lui. Il n'aboya pas. Il ne donna aucune explication. Les ordres étaient froids et structurés. Les affectations étaient efficaces, chirurgicales. Il n'y eut ni briefings avec diapositives,
ni discours. Il afficha une liste de rotation et la laissa là. Le lieutenant Ivan Petkovitch se pencha au bord de la passerelle technique, observant les conduites de refroidissement primaire scintiller en vert. Il tenait un bloc-notes dans une main, le pouce immobile sur le capteur. 3 jours en orbite, marmonna-t-il, mi-introverti à la cloison silencieuse. Et rien. Aucune action, aucune reconnaissance, aucune réaction au blocus. Il se tourna vers le chef Orville, un vétéran grisonnant des communications, une cicatrice chirurgicale allant de la tempe à la mâchoire. Orville récupérait une solide mallette de piles. « C'est ça qu'on fait ? Assis ?» Orville ne leva pas les yeux. On observe. Sa voix portait le poids de vieilles cicatrices, dont une encore visible sur son visage, comme une entaille d'une autre guerre, une autre erreur. Petkovitch renifla. « On perd son temps. Vous croyez que les Drexans nous observent ?» Orville se retourna enfin, le visage figé. Ils sont nombreux et ont des lignes de ravitaillement. Pas nous. Agir vite sans couverture ne vous rend pas courageux, lieutenant. Cela vous rend mort. Petkovitch secoua la tête et se laissa tomber de la rambarde. Et ne rien faire fait de nous des fantômes. La soute 2 était plus remplie de tension que de caisses. L'équipage des Galagans était hétéroclite. Un tiers était composé de vétérans de la mutinerie d'Argo, des conflits joviens ou de la station Saturne. Le reste était composé de jeunes conscrits, de réservistes ou de techniciens orbitaux réaffectés. La plupart n'avaient jamais servi sur un navire de guerre de longue durée. Ils étaient maintenant entassés devant un écran d'interface robuste, observant en silence les derniers flux de renseignements. Les croiseurs Drexen se déplaçaient comme des couteaux sur les cartes commerciales galactiques. Les lignes passaient au rouge. Les secteurs étaient grisés. Le sergent Thomas Arendt, l'un des plus anciens à bord, se pencha en avant, les bras croisés. « Ils ne font pas que bloquer, marmonna-t-il. Ils filtrent, triant ce qui entre et sort. » Le caporal Hale, 22 ans et impatient, ricana. « Alors, frappons leur bouée de détection, perturbons leur réseau. Avec quoi ?» Arendt ne le regarda même pas. « La moitié de nos munitions sont encore en soute. Nos réserves de fusion ne sont pas pleines. On frappe les premiers. Ils nous achèveront avant que la Terre n'envoie un message. »« Vous appelez ça du leadership ?» s'exclama Hale. 3 jours et rien que du silence au commandement. « Le silence fait partie du plan, » dit la voix de Baltier. Il était entré sans se faire remarquer. L'équipage se redressa brusquement. Certains tentèrent des saluts, d'autres se figèrent en plein milieu d'un pas. Baltier marcha jusqu'au centre de la baie. Il n'éleva pas la voix. Le silence vous dit qui écoute. Vous voulez du bruit ? Trouvez-le dans les explosions après avoir perdu. Personne ne bougea. Il scruta les visages. Retournez au travail. Je veux un réapprovisionnement complet dans 4 heures. Personne ne parle, sauf en cas d'urgence. Il fit demi-tour et s'éloigna. Aucune discussion ne suivit. Plus tard dans la soirée, les places au réfectoire étaient rares. Les conversations étaient fragmentées. Petkovitch était assis à une table dans un coin, casque à ses côtés, plateau intact. En face de lui, l'aspirant Leite parcourait les journaux des capteurs. Rien. Pas même un mouvement hors de la frange orbitale, dit Leite. Petkovitch fixait sa nourriture intacte. Il attend qu'il fasse le premier pas. Ou qu'on pourrisse ici. Leite hésita, puis se pencha. Tu crois vraiment qu'il sait ce qu'il fait ? Petkovitch ne répondit pas. Une table plus loin, les hommes plus âgés se redressaient, mangeant en silence. Les plus jeunes s'agitaient en vérifiant des écrans qui ne clignotaient pas, mais 2 tables plus loin, le sergent Arnin avait entendu la question. Il s'était approché et avait posé sa tasse sur leur table. « Tu poses la mauvaise question. » Latte cligna des yeux, puis quelle est la bonne ? La voix d'Arnin était basse et constante. « Pose-toi cette question. Vous pensez que les Drexen sont arrogants parce qu'ils sont forts, mais ils le sont parce que personne ne les a jamais fait attendre. Ils s'attendent à des réactions. Que se passe-t-il s'ils n'en ont pas ?» Petkovitch leva les yeux. « C'est votre plan. Attendre. C'est son plan, » dit Arendt. « Et j'en ai vu de pire. » Leif fit un geste vers l'écran à proximité. Des gens meurent de faim dehors. Les colonies sont confinées. Et nous gravitons autour du vide comme des statues. Cet espace, dit Arendt, est notre seule arme pour l'instant. Petkovitch se leva brusquement. Alors nous serons déjà morts.
Ils nous étoufferont, avant même qu'on tire. Puis une voix s'éleva. Assez. Baltier se tenait à l'entrée du bazar, les bras croisés. Il s'avança. Cette discussion n'aurait jamais dû commencer. Son regard se posa sur chacun d'eux tour à tour. Freud, calme, imperturbable. On obéit aux ordres. On reste en vie. Ce n'est pas de la peur. C'est mathématique. Il se pencha plus près. Essayez d'être le dernier survivant d'une guerre que vous avez déclenchée trop tôt. Silence. J'ai vu des hommes mourir en hurlant parce qu'ils avaient bougé avant que la carte ne change. Ça n'arrivera pas ici. Pas sous ma surveillance. Il se redressa. Retour à la rotation. On bouge quand on veut, pas avant. Puis il s'éloigna. Dans la salle des opérations du pont supérieur, l'officier Del Rio coordonnait les stocks de fournitures d'urgence. Les effectifs étaient serrés. Des rations comprimées pour 3 semaines, les piles à combustible fonctionnant à 68%. Les unités médicales manquent de stabilisateurs essentiels. Del Rio regarda le rapport et expira. S'il ne bouge pas bientôt, le lieutenant-commandant Orville passa et déposa un dossier sur la table. Il a déjà bougé. Del Rio fronça les sourcils. Comment ça? Il calcule. Il observe le temps que mettent les Drexans à réagir à notre immobilité. C'est une horloge. Chaque seconde où nous ne bronchons pas, il se demande pourquoi. Del Rio regarda le flux d'état en direct du Galagon. Aucun mouvement, aucune rafale de signal, aucune analyse agressive. On aurait dit un fantôme dehors, ils attendaient du bruit à l'intérieur, nous les avions entraînés à craindre le silence, mais à l'intérieur, il aiguisait le couteau dans ses quartiers privés. Baltier était assis seul, entouré de vieilles cartes, de superpositions holographiques, de calculs vectoriels manuscrits, de simulations de dérives gravitationnelles trop analogiques pour que les capteurs Drexen puissent les détecter. Il ignora la console qui bipait à ses côtés. Les émissions ne l'intéressaient pas, seulement les schémas, le silence et son utilisation, car le silence était le seul langage que les Drexans ne savaient pas déchiffrer. Les pinces de lancement se détachèrent avec un bruit métallique lorsque la première navette d'infiltration se détacha du poste 4. Petkovic observait à travers le moniteur secondaire, la mâchoire crispée, les bras croisés sur son plastron. La navette, à peine de la taille d'un esquif minier, disparut dans l'obscurité sans éclat, sans communication, sans laisser de traces, comme les autres. Pas de signal de transpondeur, rapporta le chef Navarro depuis la console derrière lui. Les filets de camouflage tenaient. C'est un fantôme. Petkovic hocha la tête, mais ne dit rien. Il détestait ses lancements. Il ressemblait à des paris, pas à des opérations. Le genre de guerre qu'on ne pouvait pas mener avec la puissance de feu. Seule la patience était nécessaire. Et la patience commençait à s'épuiser. À l'intérieur du pont de commandement, Baltier se tenait derrière le poste tactique principal, observant la carte tridimensionnelle se mettre à jour par impulsion. Aucun mouvement de Drexen, pas encore. Juste des trajectoires vectorielles nettes et des anomalies gravitationnelles tracées manuellement dans les systèmes obsolètes de Galligan. Le genre de calcul que les scanners du consortium ignoraient, pensant que personne ne les utilisait encore. 3 autres navettes quittèrent le hangar ce jour-là, chacune transportant 3 hommes et une cible. Relais de Fred Drexen, barge de ravitaillement, nœuds de signaux orbitaux, petits objectifs, presque invisibles, mais presque insuffisants. À la fin du 5e jour, 2 missions étaient de retour. L'une d'elles était toujours là. L'équipage s'était rassemblé dans la soute 2, officieusement. L'espace était silencieux, seul le léger sifflement des ventilateurs de filtration et le grincement des cloisons tendues résonnaient. Navarro se tenait près de la rampe d'amarrage interne, casque sous le bras, les yeux rivés sur les pinces vides où la navette Bravo aurait dû revenir depuis des heures. Ils étaient attendus à 2-0, marmonna-t-il. Petkovic se tenait à côté de lui. Quel était leur dernier signal? Silence de mort après la brèche du champ de graviton. Ils ont peu être réussis ou pas, ou alors ils étaient enlevés. Navarro ne répondit pas. Puis un bruit de bottes retentit derrière eux. Baltier. Aucune annonce. Juste le palan de quelqu'un qui comprenait déjà ce que signifiait le silence. Il s'arrêta à l'extrémité du groupe, regarda la rampe, puis dit « Les signaler comme disparus ». Quelqu'un chuchota « Juste disparus ». Les yeux de Baltier bougèrent à peine jusqu'à ce que nous comprenions le contraire. Puis il fit demi-tour et quitta la baie. Plus tard, dans le couloir de l'armurerie,
la tension retomba enfin. Petkovic rattrapa Baltier juste au moment où il quittait le pont des systèmes avancés. « C'est de la folie, dit-il. On saigne des gens pourquoi? Des attaques par chuchotement. Ils meurent là, bas, et on ne tire même pas un coup de feu. » Baltier s'arrêta. Petkovic ne recula pas. « Vous attendez, attendez, et observez. Ce sont des Drexans, monsieur. Ils ne remarquent pas la lenteur. Ils l'exploitent. » Pendant un long moment, Baltier resta silencieux. Puis il se retourna enfin. Sa voix était basse, neutre. « Si vous voulez mourir vite, dit-il, attaquez d'abord. Si vous voulez gagner, attendez avec moi. » Il se retourna de nouveau et s'éloigna. Petkovic ne bougea pas. Mais d'autres l'avaient entendu. Navarro, le caporal Hale, l'aspirant Leight au fond du couloir. Personne ne parla pendant quelques secondes. Plus tard dans la nuit, le silence était différent. Dans les dortoirs, les couchettes craquaient sous un mouvement agité. Personne ne dormait tranquillement. Les conversations étaient étouffées, si tant est qu'elles aient lieu. Mais, dans un coin de la couchette, Leight se pencha vers Hale et demanda « Et s'il avait raison ?» À propos de quoi? Hale grogna. Leight regarda le plafond. Peut être que les Drexen ne savent pas perdre lentement. Hale ne répondit pas, mais il ne protesta pas non plus. De l'extérieur, rien n'avait changé. Le Galan orbitait toujours silencieusement juste au-delà du périmètre d'engagement à longue portée des Drexen. La même rotation immobile, la même posture froide. Mais à l'intérieur, la tension commençait à se renforcer. Dans la salle de contrôle centrale, Petkovic se tenait aux côtés d'Orville, examinant la télémétrie d'une des navettes de retour. Cargo sabordé. Ravitailleur désactivé. Les systèmes ennemis ont émis 2 bips avant de s'éteindre, rapporta Orville. Une trace? Demanda Petkovic. Rien de concret. Pas de contre-attaque. Pas de poursuite. Mais il le remarque clairement. Petkovic fixa la console, puis murmura « Assurons-nous qu'il continue à le remarquer ». Le lendemain, un autre lancement, cette fois vers une station relais gravitationnelle entretenue par des ingénieurs de soutien Drexan. Leur peau ressemblait à du cuivre brûlé, leurs yeux comme de l'obsidienne humide, immobiles même lorsque l'équipe passait à quelques mètres, le genre qui travaillait dans des zones fortement radioactives et ne posait pas de questions. L'équipe d'infiltration a implanté un déstabilisateur à faible rendement directement à l'intérieur de la colonne vertébrale du signal. Ils ne l'ont pas détruit. Ils l'ont juste laissé dériver. Légèrement, suffisamment pour décaler de 2 secondes les données d'escorte du convoi. 2 secondes ont transformé une voie de fret en cauchemar pour les assurances. Et les convois Drexan n'aimaient pas l'incertitude. Le Galagan observait depuis le bord, enveloppé de silence. Attendant, la perte de la navette Bravo a frappé plus durement que prévu. 3 noms étaient inscrits dans les journaux internes. Sergent Kiel, caporal Ramirez et spécialiste Youn. Pas de cérémonie, juste une petite mise à jour sur les tableaux de rotation, pas de mots du commandement, seulement le quai vide, et pour certains, ce silence faisait plus mal que la confirmation dans le réfectoire. Quelques-uns fixaient plus longtemps leur plateau, d'autres touchaient à peine à leur repas. Personne ne prononçait le mot « déserteur », mais personne ne prononçait leur nom non plus. Petkovic était assis seul ce soir-là, le casque posé sur la table, les mains jointes. Lorsque Navarro le rejoignit, il ne dit rien, restant assis. Puis, finalement, Navarro demanda « Tu penses toujours que c'est du retard ?» Petkovic ne répondit pas tout de suite. « Non, dit-il, je pense que ça s'accentue. » Le lendemain matin, Baltier publia 3 nouveaux ordres de lancement. Aucun d'entre eux n'avait encore de nom. Juste des emplacements. Et une horloge, attendant d'être remplie. Dehors, les étoiles continuaient de bouger. À l'intérieur, tout attendait. Ordre. Nomme. Souffle. L'explosion secoua les ponts inférieurs du Galagan. Elle ne venait pas de l'intérieur, mais du périmètre extérieur, exactement là où les équipes de la navette l'avaient annoncé. Une lointaine secousse retardée, provenant d'une capsule de maintenance Drex, explosa en pleine rotation en orbite autour du nœud relais Septka. Contact confirmé, annonça Orville d'un ton neutre depuis le poste de commandement. Le cœur du réacteur a éclaté. Les analyses externes montrent que les systèmes secondaires sont hors service. Aucune alarme n'a été déclenchée. Baltier ne dit rien.
Il hocha simplement la tête. Cette explosion leur avait coûté 4 hommes, 2 semaines de préparation et chaque instant de calme depuis. Elle leur vaudrait, au mieux, 1-0. 6e équipe de patrouille Drexen pour les 48 prochaines heures. Dans la baie de navigation, l'air était plus rare que d'habitude. Personne n'en parlait. Le vaisseau était devenu plus silencieux, non pas parce que la situation s'était calmée, mais parce que chaque bruit avait désormais du poids. Une autre équipe fut lancée avant la fin du cycle. Déguisée en vaisseau utilitaire abandonné, elle dériva à travers le champ périphérique avant d'ajuster son vecteur et de percuter le support secondaire d'un vaisseau cargo Drexen, juste assez pour rompre la coque et compromettre les systèmes de survie. Le navire fut ensuite sabordé par les Drexans eux-mêmes pour éviter toute enquête. À la fin de la journée, 2 navettes étaient en retard. Pas d'appel de détresse, pas de signaux, seulement des noms. Le mess était sombre lorsque l'avis fut affiché. Aucun bruit, aucune annonce, juste une petite mise à jour du tableau de service numérique près de la porte. 4 nouveaux noms. 2 pour chaque navette. Sergent Marin, technicien Reeves, caporal Henley et spécialiste Gao. Personne ne les lut à voix haute. Pas de cérémonie, pas de silence. Juste des noms ajoutés à une liste que personne ne voulait voir s'allonger. Le seul message venait de Baltier, par l'intermédiaire du journal des opérations quotidien. La rotation continue. Prochaine équipe départ à Oro, 500 équipes de préparation, au rapport dans 2 heures. Aucune mention des morts, aucun hommage, juste une autre horloge. Qui tourne. Certains ont mangé en silence. Certains n'ont rien mangé du tout dans l'ombre près du mur du fond, les chuchotements ont commencé. Ça a commencé avec le caporal Hale. « Tu crois que c'est normal ?» siffla-t-il, en se penchant vers l'aspirant Leight et l'enseigne Caleb. On balance des hommes dans l'espace Drex comme des graines dans un trou noir, et ils ne clignent même pas des yeux. Caleb ne répondit pas, mais Leight semblait tendu. On a marqué des points. À quel prix ? S'exclama Hale. On a perdu 8 hommes en 5 jours. Et pourquoi ? Pour perturber un itinéraire de patrouille ? Plus loin à la table, un autre groupe se pencha. Des soldats plus jeunes, le visage crispé par la fatigue et une peur persistante. L'un d'eux, le soldat Mendez, désigna d'un signe de tête la liste mise à jour. Vous voyez comment ils appellent ça maintenant ? La rotation. Comme s'ils tournaient juste des vis. Pas des gens. Ça s'est répandu rapidement. Calme au début. Un murmure derrière des portes closes. Un changement de regard pendant les briefings. 2 ingénieurs ne se sont pas présentés à leur service. Une équipe de nuit a scellé la porte du poste auxiliaire 3 pendant 2 heures, sans aucun journal. Quelqu'un a effacé les journaux de sauvegarde du nœud de maintenance 7. Petkovic a remarqué le quart de travail. Il a surpris Hale fixant trop longtemps un schéma mural. Mendez a tressailli lorsqu'on lui a touché l'épaule. Latt a cligné des yeux 2 fois avant de répondre à un ordre direct. Il a vu Hale faire les 100 pas pendant les exercices. Il a vu Mendez parler trop vite près du centre de contrôle des systèmes de survie. Il a vu Leigh se taire, les yeux évitant les écrans. Et puis il est entré. Le bureau de Baltier est entré sans frapper. Le commandant n'a pas levé les yeux. Il était occupé à exécuter des superpositions de navigation, traçant manuellement sur des cartes analogiques, crayons et papier sulfurisé sur l'interface. Petkovic a refermé la porte derrière lui. « Il faut régler ça », a-t-il dit. « Cet équipage est prêt à craquer. » Baltier a continué à travailler. « Ils appellent ça une rotation comme si c'était une machine », a poursuivi Petkovic. « Vous publiez des noms comme si vous mettiez à jour un manifeste de chargement. Pas un mot, pas un souffle, juste des noms. » Baltier leva les yeux. Son expression était indéchiffrable. « Il y a une raison, dit-il simplement. On ne glorifie pas la perte. Ni ici, ni maintenant. Ils pensent que vous vous en fichez. Moi si. Alors, montrez-le. » Baltier se leva et s'approcha du mur du fond. Après un moment de silence, il tendit la main vers une petite valise fixée près du panneau d'éclairage. Il la déverrouilla. À l'intérieur se trouvaient 7 plaques signalétiques noires, à l'ancienne, non numériques. Chacune était gravée d'un nom, d'un grade et d'une date. « Saturne », dit-il d'une voix lointaine. « Premier ordre. Nous avons engagé le combat trop tôt. Fleet voulait une déclaration. On leur a donné.
Il s'est retourné. 178 morts en 17 minutes. Pas capturés, pas perdus, vaporisés. On n'a même pas eu de signature thermique, juste des parasites là où les hommes étaient. Il a pris une plaque. Je les ai envoyés trop tôt, car je pensais que ça prouverait quelque chose. Il a reposé la plaque avec précaution. Je ne prononce pas les noms maintenant, car je me souviens de chacun d'eux. Petković ne répondit pas. Baltier s'approcha. Cet équipage veut que la douleur ait un sens. Mais la guerre ne donne pas de sens à la demande. Elle ne paie qu'en survie. Il y eut un silence. La voix de Petković était plus basse quand elle parvint. Il pense que le silence est synonyme d'indifférence. Et vous ? Demanda Baltier. Je pense que c'est un calcul, mais je crois que ça les déchire. La pièce était immobile. Baltier lui tendit alors une puce de données. Apportez-la au tableau de service. Mettez à jour le protocole de lancement. Nouvelle synchronisation. Fréquence réduite. Donnez l'heure du souffle. Petković prit la puce. Il ne bougea pas. Baltier ajouta également « Retirez Hall et Mendez de tout service actif. Réaffectez-les au diagnostic. N'isolez pas. Refroidissez simplement le moteur. » Petković hocha la tête. « Oui, monsieur. » Cette nuit-là, Petković était assis avec Leith et Caleb près de la baie auxiliaire. « Hall a été réaffecté, » dit Leith. « Mendez aussi. Vous pensez que c'est une punition ? » « Non, » dit Petković. « C'est le triage. » Leith parut perplexe. « Vous croyez à tout ça maintenant ? Le silence. L'attente. » Petković jeta un coup d'œil au panneau mural où le journal de bord des départs de la navette clignotait en rouge. Je crois qu'il est le seul sur ce vaisseau à savoir que les Drexans ne réfléchissent pas. Il se leva. Il ne se contente pas de nous maintenir en vie. Il les maintient coincés. Il sait qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre lentement. Caleb fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Je dis, dit Petković, que le jeu à long terme ne se soucie pas de ce que nous ressentons, seulement de ceux qui restent debout une fois le tableau vide. » Il s'éloigna, les laissant fixer les chiffres rouges clignotants du prochain compte à rebours. La mutinerie n'a jamais éclaté. Elle a implosé. Silencieuse. Contrôlée. Mesurée. Exactement comme lui. Les ordres revinrent. Les exercices reprirent. Mais quelque chose avait changé. Petković, autrefois la voix la plus forte du défi, parcourait désormais les ponts avec détermination. Non pas en croyant, mais en quelqu'un qui comprenait. Il comprenait qu'une ligne droite vers la victoire était un luxe désormais inaccessible. Cette endurance n'était pas le silence, c'était le contrôle. Dehors, les étoiles continuaient de tourner, mais à l'intérieur, le compte à rebours ne clignotait jamais. À 3H0, un message s'est propagé sur le panneau de communication principal du Galligan, un relais diplomatique de faible priorité circulant entre des réseaux commerciaux neutres. Il n'a pas été signalé pour examen immédiat par le commandement, juste un autre bulletin régional, largement ignoré, jusqu'à ce que Petković envoie le nom. Galligan toujours ancré à sol 9. Convoi dévié. 5 systèmes signalant des pannes de ravitaillement. Des réseaux civils en adaptation. Une résistance ou une résurgence. Il se pencha en avant, les yeux plissés. L'encre était sraxie, une espèce reptilienne aux épines en éventail et aux membranes vocales translucides, plus connue pour sa neutralité que pour ses opinions. Mais leurs paroles avaient du poids sur les routes commerciales. Ils parlaient du Galligan non pas comme d'un symbole de désespoir, mais d'endurance. Dans le mess, le silence persistait, mais il n'était plus hostile. La tension n'avait pas disparu. Elle s'était simplement réorganisée. Leith supervisait désormais la logistique sur le pont 2. Caleb avait été réaffecté à la rotation de diagnostic sous la direction du chef Orville. Mandé étalonnait des réseaux de capteurs, flanqués de 2 vétérans peu bavards, mais travaillant avec précision. Personne n'avait été renvoyé. Pas de réprimande. Juste des déplacements. Une redirection. Ils ne sont pas jetables, avait déclaré Petković le lendemain de sa conversation avec Baltier. Personne sur ce vaisseau ne l'est. Réaffectez-les. Stabilisez-les. Laissez-les respirer. Les changements avaient pris effet immédiatement. Les ordres étaient arrivés sans explication. Mais le message se répandit discrètement. Personne n'était mis à la porte. Tout le monde était ajusté, comme les pièces d'un système encore intact, seulement mis à rude épreuve.
Sur la passerelle, Baltier passa en revue les dernières routes de ressources des Drexans. Il ne fit aucun commentaire lorsqu'un autre manifeste de cargaison disparut de leurs journaux de bord, un cargo de plus qui n'atteignit jamais sa destination. Les équipes de sabotage avaient été précises. Aucune explosion. Juste des cargaisons manquantes, des données détournées et des incohérences dans les journaux que les Drexans allaient passer des cycles à démêler. Ces dégâts se propageaient désormais à l'extérieur. Au moins 3 spatioports neutres, Juno Velta, Rallyscore et Estar 2, avaient reçu la moitié des cargaisons au cours des 6 dernières rotations. Leurs administrateurs, pour la plupart non humains, avaient commencé à s'en apercevoir. Les Drexans, autrefois ponctuels et calculateurs, devenaient erratiques. Des convois silencieux étaient déviés sans préavis. Les cargaisons promises n'arrivaient tout simplement jamais. Les chantiers navals, autrefois bourdonnants de logistique Drex, étaient désormais sous des grues inactives, leurs quais de chargement résonnant de demandes sans réponse. Sur les réseaux commerciaux, les discussions se multipliaient. Des rumeurs, puis des analyses, puis des questions lentes et prudentes. Pourquoi les Drexen se déroutent-ils de sol neuf? Pourquoi le Galagan est-il toujours opérationnel? Au sein de l'Assemblée diplomatique d'Ordre 9, une petite réunion symbolique eut lieu entre 6 représentants de secteurs commerciaux indépendants. La plupart étaient des espèces dont les noms se traduisaient mal. Mais parmi eux se trouvait Voro Adrek, un Valari grand, aux épaules croisées, à la peau couleur rose et aux paupières verticales. Stratège logistique, ancien sympathisant de Drexen, il se tenait debout pendant la séance. Nous pensions que les terriens allaient s'effondrer, que Sol 9 s'effondrerait en 4 cycles. Sa voix résonnait, calme et résonnante. Ce n'est pas le cas. Il fit un geste vers l'écran partagé. Une carte des impulsions indiquait la dernière position connue du Galligan, statique, immobile. Ce vaisseau n'avait pas tiré de salve, n'avait pas enfreint le protocole. Et pourtant, nous avons perdu 73 cargaisons reliées par Drexen en moins de 20 jours. Dans la chambre, des murmures commencèrent à siffler. L'un des membres, un diplomate Trex à la mâchoire trimandibulaire et à l'exocap translucide, siffla doucement. « Il vous coûte cher », acquiesça Adric, et plus que des crédits, de la perception. Personne ne le contredit. Les Drexans répondirent par leur propre transmission. Elle était brève, contrôlée, coupée. Aux yeux de tous, le vaisseau terrien, baptisé Galligan, se livre à des actes de piraterie, de sabotage et à des actions indignes d'une force militaire autorisée. Ces actes sont nés du désespoir et du mépris des lois. Il n'y a aucune menace, seulement du bruit. La réponse est tombée à plat, non pas à cause du ton, mais parce que les données ne correspondaient pas. Le Galligan était toujours là, toujours silencieux, toujours fonctionnel. Et les Drexans? Ils bougeaient, s'ajustaient, corrigeaient, réagissaient. Le bruit n'en était pas la cause. Petkovic se tenait dans le couloir d'observation entre les ponts, les bras croisés, observant l'une des caméras extérieures tourner en boucle son image infinie d'étoiles et d'obscurité. Le lieutenant Navarro s'approcha de l'ascenseur. « Vous voyez la déclaration de Drexen ? » ?»« Je l'ai vue. Vous pensez que ça changera quelque chose ? » ?»« Non, » dit Petkovic. « Ce n'est pas pour le public, c'est pour le miroir. » Navarro fronça les sourcils. « Quoi ? Ils essaient de se convaincre eux-mêmes. » Navarro eut un petit rire sec, puis s'éloigna. Petkovic resta là, à regarder les étoiles se déplacer infinitésimalement. Baltier n'a fait aucune déclaration. Il a soumis 3 rapports au commandement, chacun de moins de 300 caractères, sans modificateur ni commentaire. Opération de perturbation maintenue, attrition mineure dans les limites des paramètres, suppression de la cargaison à 18%, projection stable, statut Galligan, opérationnel. C'était tout. Pas d'image, pas de voix, pas de personnalité. Mais les rapports circulaient, par des canaux cryptés, à travers les archives bureaucratiques, par les nœuds de commandement et les yeux alliés qui commençaient à les transmettre à voix basse. Non pas à cause de ce qui était dit, mais à cause de celui qui l'avait envoyé. Un commandant qui ne s'expliquait pas, qui ne plaidait pas, qui se contentait de signaler qu'il était toujours là. Au 10e cycle depuis la dernière défaite, le Galligan n'avait subi aucune perte. Aucune contre-attaque Drexen n'avait réussi. Aucune équipe d'infiltration n'avait échoué à l'extraction. Quelque chose était en train de changer.
chez l'équipage, chez l'ennemi, dans le secteur lui-même. Et le message, jamais prononcé à voix haute, commença à se former entre civils et diplomates, telle une vérité qui s'épanouit lentement. Ils sont toujours là. Dans le réfectoire reconstitué, Leite déposa un nouveau rapport sur la table à côté de Petković. La station Estar venait de réacheminer ses contrats d'importation de nourriture, loin de Drexenlands. Petković le lut. Pas d'annonce officielle? Leite secoua la tête. Pas encore. Mais c'est en marche. Petković observa la pièce autour de lui. L'équipage mangeait tranquillement, on reparlait. Il ne rien pas, mais il parle. Des hommes qui, il y a 2 semaines, ont failli se mutiner. Maintenant, ils attendent sans broncher la prochaine navette. Ils n'ont pas gagné, dit Leith. Mais ils ne nous ont pas vaincus non plus. Petković hocha lentement la tête. C'est bien là le problème, dit-il. Ils ne savent pas quoi faire de ça. Et peut être que nous non plus. Jusqu'à maintenant. Mais nous commençons à apprendre, une défaite après l'autre, un souffle après l'autre. Le Galligan resta silencieux, les étoiles continuèrent de changer, et dehors le récit commença à s'effondrer, une livraison ratée, une accusation sans réponse, une rotation silencieuse après l'autre. Les rations étaient épuisées depuis 2 rotations. Les paquets de nourriture se réduisaient désormais à des concentrés de couleurs, gris pour les protéines, beige pour l'amidon, transparent pour l'hydratation. Même les vétérans avaient cessé de faire semblant de mâcher. Les repas n'étaient plus des instants, c'étaient des chiffres. Dans le bloc de stockage numéro 3, Petković supervisait la distribution du matin avec le sergent Arendt. Les caisses étaient à moitié vides avant même l'arrivée de la dernière escouade. Arendt murmura. « Il reste 4 jours à ce rythme-là, peut être 5. Allongez-vous à 6, dit Petković. Dites au contrôle de la cuisine d'arroser les synthétiseurs. » Arendt le regarda, puis hocha la tête et s'éloigna. Synthétiseur. Arendt le regarda, puis hocha la tête et s'éloigna. Sur les ponts supérieurs, la ventilation ralentit à nouveau. Le Galagone n'était pas en panne, mais il était à bout de souffle. Chaque système dépassait ses limites. Les tuyaux sifflaient plus longtemps, les écrans clignotaient plus lentement. L'équipage marchait plus silencieusement, puis les lumières s'éteignirent sur le pont 6. L'alerte retentit sur les communications internes juste après 4H0. Réacteur auxiliaire Delta hors service. Relais internes lâchés. Joint de confinement inopérant. La voix du chef Orville suivit quelques secondes plus tard. Ce n'est pas une panne du système. Le déclenchement a été manuel. Lorsque Petković atteignit le couloir de maintenance à l'extérieur du réacteur Delta, 2 membres de l'équipage de sécurité étaient déjà là, visage pâle, armes au fourreau, mais tirés à l'intérieur de la chambre du réacteur. Quelqu'un avait scellé la commande manuelle. Caporal Ren Ilia, technicien en diagnostic, 30 et 1. Faible dossier. Service impeccable. Aucun drapeau. Jusqu'à maintenant. Petković appuya sur l'interphone. Ren, c'est le lieutenant Petković. Parlez-moi. Un silence. Puis des parasites. Puis, n'ouvrez pas la porte. Pourquoi pas? Parce que je ne me fais pas confiance pour ne pas déclencher le relais plasma. Le couloir se figea. À l'intérieur, les avertissements de surchauffe du réacteur clignotèrent en rouge sur le terminal d'accès. Le confinement manuel était verrouillé. Pas de réinitialisation automatique. Si la pression montait trop, Delta se déverserait dans la boucle de refroidissement et la défaillance en cascade se propagerait le long de la colonne vertébrale. Petković se tourna vers les gardes. Préparez la séquence de brèche manuelle. L'un d'eux hésita. Monsieur, s'il a la bobine enclenchée, je ne demande pas de conseil. Il se retourna et réenclencha l'interphone. Ren, j'entre. Tu n'as pas besoin de bouger. Tu n'as pas besoin de parler. Reste juste loin du panneau. Un silence. Et puis, ne fais pas ça. Je ne vais pas bien. Je sais, dit Petković, mais le vaisseau doit l'être quand même. Il appuya sur le bouton de déverrouillage. La porte s'ouvrit en sifflant. À l'intérieur, la chaleur était intense. Les ventilateurs de refroidissement étaient désactivés. Ren était affalé contre le panneau, le visage couvert de sueur, les mains tremblantes. 2 pas. Pas de brusquerie. Petković fit un signe de tête aux 2 hommes derrière lui. Le sergent Arendt et le chef Orville. Silencieux. Prêt. Ren leva les yeux. Je ne peux pas accepter un autre nom. Petković s'agenouilla.
Alors ne les portez pas, laissez-nous faire. Ils avancèrent rapidement. L'un tenait les armes. L'autre actionna le bouton de neutralisation. Pas de violence, juste pression, contrôle, confinement. 5 minutes plus tard, Ren était sous sédatif et transféré au poste médical 2. Le réacteur redémarra 39 minutes plus tard. Plus tard, Petkovic se tenait seul devant les quartiers de Baltier. Il ne frappa pas. La porte s'ouvrit quand même. Baltier était assis à la console murale, examinant les données brutes d'un réseau de capteurs. Il ne leva pas les yeux. « J'ai lu le rapport, dit-il. Croisière stable. De justesse, répondit Petkovic. Baltier se retourna enfin. Tu as fait ce qu'il fallait, sans délai, sans performance. Il se leva et se dirigea vers un coin de la pièce. D'un compartiment en retrait, il sortit une tablette noire et la lui tendit. Clé d'accès aux stations relais tactiques 2 et 4. Autorité de surveillance et d'acheminement. Elle est à toi maintenant. Petkovic hésita. Tu me donnes un itinéraire stratégique. Tu ne fais plus que déplacer des pièces, dit Baltier. Tu déplaces des gens. Ce n'est pas une promotion. C'est la gravité. Petkovic hocha lentement la tête. Je vais m'en charger. 12 heures plus tard, le Galagan franchissait la limite extérieure d'une voie de patrouille Drexen. Il n'était pas en chasse, mais le changement de vecteur provoqua une collision avec un vaisseau éclaireur en partance. Contactez la signature Drexen, aboya Navarro sur la passerelle. Vaisseau de patrouille, vecteur 22. Il scanne. Trop près pour nous rater. Pas le temps de se camoufler, rétorqua Orville. Ils verront la courbure s'affaisser. Baltier ne broncha pas. Maintenez le cap, pas d'armes. Le vaisseau Drexen émit un signal sonore, puis deux, puis vira brusquement. Il tira. Pas pour nous tuer, juste une salve d'avertissement. Mais il coupa le rayon secondaire et envoya une cascade à travers les capteurs longue portée des Galagan. Les boucliers se mirent en marche. Petkovic avait déjà quitté la passerelle. Dans le hangar 1, 3 navettes d'infiltration étaient prêtes au lancement. Aucune n'était programmée. Aucune n'était habitée. Jusqu'à maintenant, redirige l'équipe Echo, dit-il à Orville sur les communications. Vous voulez de la nourriture? Il est temps d'envoler. La mission dura un peu plus de 90 minutes. 3 barges de ravitaillement Drexen, garde minimale. Aucune alarme. La navette franchit la zone morte des capteurs créée par l'explosion de la patrouille. Ils revinrent avec des packs de nutriments pleins et une filtration de l'eau. Pour la première fois depuis des semaines, la cuisine du Galligan a réactivé les protocoles de distribution de boissons chaudes. De la vapeur s'est à nouveau élevé des plateaux. Un membre d'équipage a ri, d'un rire sec et gêné, comme s'il était surpris lui-même. Les autres n'ont pas réagi. Mais personne ne l'a fait taire. Ce silence n'était pas un rejet, mais une permission. Puis la panique a frappé. Elle a commencé dans la section D12. 3 jeunes conscrits, Lohan, Frass et Enig, tentèrent de neutraliser le lancement d'une capsule de sauvetage. Ils prétendirent avoir reçu des ordres. Le vaisseau était compromis. Ils affirmèrent qu'ils survivraient mieux seuls. Ils se trompèrent sur toute la ligne. La neutralisation échoua. La capsule se verrouilla. Mais le message se répandit. Désertion. Ou quelque chose de proche. Petkovic atteignit la baie avant la sécurité. Les 3 étaient acculés. Pas d'armes. Juste du désespoir. Je comprends, dit Petkovic en s'avançant. Vous voyez une brèche. Vous pensez que cela signifie l'effondrement. Mais ce n'est pas le cas. Ce vaisseau ne se brise pas. Vous voyez une brèche. Vous pensez que cela signifie l'effondrement. Mais ce n'est pas ça. Ce vaisseau ne se brise pas. Il plie. Fresh a crié. On a failli être touché. On ne sait même pas s'ils nous ont vus. Petkovic a pointé le sol. Et pourtant, tu es toujours debout. Ça veut dire quelque chose. Lohan a hésité. On est juste l'équipe technique. L'équipe, puis la technologie, tu es tellement terrifié. Petkovic a craqué. Tu veux sortir, passe-moi à travers, sinon, recule. Ils ont reculé plus tard. Baltier n'a pas dit grand-chose. Juste une simple mise à jour du journal de bord. Petkovic a été réaffecté au commandement de la cellule principale, opération d'infiltration du secteur, éprouvée sous pression. Pas de commentaires, pas de cérémonie,
Mais lorsque Petkovic entra dans le briefing de rotation suivant, personne ne le questionna. La salle était plus silencieuse, non pas à cause de la tension, mais de la concentration. Dehors, le Galagan dérivait à travers la lumière stellaire fragmentée. Les systèmes vacillaient, l'air bourdonnait de son poids recyclé. À l'intérieur, le vaisseau ne se brisait pas. Il pliait. Et entre les fissures, quelque chose tenait. Non pas parce qu'il était solide, mais parce qu'il refusait de le laisser tomber. La première frappe eut lieu sans prévenir. 3 navettes humaines surgirent de l'ombre de l'astéroïde de la ceinture Delta 13, chacune volant dans l'obscurité, avec un transpondeur silencieux et des masques thermiques Drexen modernisés. Depuis son poste de commandement, à l'intérieur du berceau d'infiltration, Petkovic surveillait les trajectoires vectorielles comme des fils tirés dans un métier à tisser. Il avait mémorisé chaque trou dans la grille de patrouille de Drexen, chaque décalage de synchronisation, chaque dérive de relais causée par leur propre sabotage des semaines plus tôt. À toutes les équipes, confirmez l'armement de la charge utile, dit-il. Un chœur de voix retentit par-dessus des rafales cryptées. Calme, précis, humain. La cible était Port Cartus, une plateforme logistique Drexen au cœur d'un espace neutre. Officiellement, accès partagé. Officieusement, un entonnoir pour les armes, le carburant et le contrôle Drexan. Le premier paquet explosif n'a pas explosé, il a juste laissé échapper de la chaleur. Suffisamment pour déclencher les diagnostics du système de refroidissement interne et provoquer un arrêt complet pour inspection. Le deuxième, placé dans la cage d'un monte-charge, synchronisé avec un voyant de sécurité défectueux. Le troisième, pas même une bombe, juste un amas de paillettes contenant des traces de métaux, conçus pour tromper les capteurs internes de Drexen, transformant leur propre diagnostic en fantôme. Le port entier fut verrouillé en 20 minutes, et dans l'heure, 2 cargos Drexan furent redirigés vers une orbite défensive. À la fin de la journée, Cartus n'était pas le seul concerné. 5 autres nœuds de ravitaillement Drexan signalèrent des incidents, des pépins, des coupures de courant, des intrusions non vérifiées, des retards. Aucun n'a été réclamé, aucun n'a reçu de réponse. De retour à bord du Galagon, les rapports arrivèrent sur la nouvelle interface de commandement de Petkovic. Une fenêtre s'ouvrit en clignotant. Un ordre de réaffectation logistique du commandement Drexen au système Corovan, retirant 3 transporteurs de fret des lignes de front pour couvrir une réévaluation temporaire du périmètre. Petkovic leva les yeux de l'écran de données. « On n'attaque plus !» murmura-t-il. Devik leva les yeux de l'écran de données. « On n'attaque plus !» murmura-t-il. Ils s'éloignent de leurs propres calculs. Baltier ne dit rien, mais un léger hochement de tête le confirma. Dans l'amas de Sarati, à 6 sauts de sol neuf, une colonie alliée au Drexan, Karel, a émis une communication civile par voie diplomatique. La voix était déformée, l'IA de traduction grattant les limites. Nous ne tolérerons pas la pénurie causée par la guerre d'autrui. Ce n'était pas formulé comme une rébellion, mais c'était perçu comme tel. Le même jour, sur la station neutre d'Argo 6, un navire marchand Valari a refusé de décharger une cargaison sous contrat avec les Drexans, invoquant l'instabilité systémique et une atteinte à la réputation. Un représentant de Drexen protesta. Le capitaine du port, un extraterrestre bossu, doté de 2 épines et d'une peau vitreuse, appelé Marnik, répondit par une projection sur son datapad. On y voyait le Galagan, toujours en sol neuf, toujours vivant. On y voyait le Galagan, toujours en sol neuf, toujours vivant. Petkovic se tenait à l'avant du pont de commandement du Galigan, les yeux rivés sur le point lumineux lointain d'un autre retrait réussi. Il s'enroule vers l'intérieur, dit Navarro à côté de lui. Comme un muscle prêt à craquer, ajouta Orville. Non, répondit Petkovic. Comme une machine qui perd de la pression. On ne l'entend pas tomber en panne, on la sent s'arrêter. Il tapota sa console. Équipe Delta, préparation du dernier essai. Opération de zone aveugle du capteur. Cible, réseau. Réseau Zeta 4. Débouchons-leur les yeux. 2 heures plus tard, dans l'ombre d'une lune fracturée, l'équipe d'infiltration de Petkovic a désactivé le dernier réseau de capteurs longue portée fonctionnels exploité par le commandement Drexen lors du sol neuf. Ils ont utilisé des réseaux d'impulsion statique équipés d'émetteurs à phase nulle, une technologie ancienne, datant d'avant l'expansion. Exactement le genre de signaux que les systèmes Drexen n'avaient jamais été calibrés pour détecter. Ils n'ont pas détruit le réseau. Ils l'ont laissé intact.
mort et aveugle. 3 quarts plus tard, un croiseur lourd Drexen a violé le champ de vision du Galagan. Pas de préambule, pas de signal codé, juste l'arrivée. Sur le pont de commandement du Galagan, le silence s'est installé. Navarro chuchota. « Ils n'ont jamais rien envoyé d'aussi puissant. Tu crois qu'ils vont tirer ? Ils veulent nous voir bouger en premier, dit Orville. Vérifions si on bluffe. Le vaisseau Drex, la coque noire, blindé et doté de canons orbitaux visibles, s'orientait à 30 degrés vers le Galagon. Ses armes avant étaient activées, non pointées, simulées. Un spectacle. Baltier resta immobile. Il ne parla pas. Il n'ordonna pas de lever les boucliers. Il ne broncha pas. Le Galagon non plus. Pas un seul canon ne tourna. Pas un seul moteur ne tourna. Ils se contentèrent d'observer. Le vaisseau Drex maintint sa position 11 minutes. À l'intérieur, personne ne respirait tranquillement. Chaque lumière de la console semblait plus forte à chaque seconde qui passait. Ce n'était pas du courage, c'était du calcul. Au bord de l'effondrement, un mauvais signal, un tressaillement. Tout ce qu'ils avaient construit pouvait disparaître en quelques secondes. Puis, sans signal ni bruit, il fit volte-face et sauta à l'intérieur du pont. Personne ne bougea. Pas d'acclamation, pas de célébration. Orville laissa échapper un long soupir. Navarro se renversa dans son fauteuil. Pourquoi ne répondent-ils plus à leur propre propagande ? Pour la première fois, dit Petkovic à voix basse, il n'y a plus rien à dire. 1 heure plus tard, une transmission parvint au Galagon, non sollicitée, cryptée, mais pas hostile. Un nœud non enregistré près de la porte de transit d'Ibarra. Protocole commercial mixte. Il disait « À la ligne de vaisseaux humains en attente au sol neuf, nous vous voyons. Nous n'entendons rien, et ce silence est suffisamment fort. » Aucune réponse ne fut émise. Baltier se contenta d'enregistrer le rapport, puis éteignit l'écran. À travers les secteurs drexans, les convois redirigés s'entassèrent dans les ports de défense. Les soutes à carburant débordèrent. Les patrouilles périmétriques se raréfièrent. Les négociants indépendants commencèrent à se réorienter dans l'espace drexan, non par peur, mais par désagrément. Le consortium n'avait pas perdu la guerre. Il perdit la possibilité de faire semblant de ne pas être déjà en train de saigner. Dans les derniers journaux de la semaine, Baltier soumit 3 entrées. L'activité de frais fut perturbée. La relocalisation ennemie confirma le statut de Galligan. Mais il ne donna pas de détails. Et, pour la première fois, il n'y eut aucune réponse du commandement Drexen. Aucune condamnation, aucun contre-discours, aucun démenti, seul le silence. Et le silence parlait désormais plus fort que n'importe quelle arme. La machine s'était mise à trembler. Sur le Galaga, personne ne souriait. Mais personne ne baissait les yeux non plus. Il ne célébrait pas. Il tenait. Et parfois, tenir le coup suffisait à faire saigner un empire. L'alerte fut enregistrée sur la grille tactique du pont 1 à 5:40 et 1, mais personne ne réagit avec urgence. Plus maintenant, ce n'était ni une sirène, ni une pointe de radiation, ni le vrombissement des armes en charge. Juste une vague subtile de ping résonnant dans le réseau silencieux des capteurs orbitaux. Petkovic était déjà réveillé. Il se tenait à la console avant, 2 doigts appuyés contre la rambarde. Son regard était rivé sur les journaux de mouvement en temps réel. Il crut d'abord que l'interface avait buggé, un croiseur drexan disparaissant de l'écran, puis un autre, puis un cargo. Chaque signal disparut, non pas d'un coup, mais proprement, silencieusement. Signature de saut confirmée. Le moteur est froid. Confirmez ses vecteurs, ordonna-t-il à voix basse. Navarro vérifia depuis son panneau secondaire. Le schéma de saut correspond au protocole de retraite des Drexans. Ce n'est pas une rotation. Ils partent. Orville s'approcha depuis l'ascenseur, toujours en train de fermer sa veste. Pas de message, pas de communication, pas de surveillance laissée derrière. Une 4e marque s'éteignit, puis une 5e. Chaque disparition laissait un signal fantôme, un faible écho, là où quelque chose d'énorme existait depuis des semaines, remplacé par le néant. Petkovic murmura, presque involontairement, qu'ils abandonnaient le secteur. Personne ne le contredisait. Depuis la plateforme d'observation, l'équipage observait en temps réel le ciel se vider, un contact hostile à la fois. À 6h09, le plus gros vaisseau du blocus de Drexen, un porte-avions de désignation XH-3 Malrent,
désengagea ses stabilisateurs gravitationnels et exécuta un saut en arc propre depuis sol 9. Il ne laissa derrière lui ni escorte, ni filet de repli, ni débris. Seul le vide et le silence. Pendant 3 secondes, les capteurs longue portée du Galagan ne détectèrent aucune menace dans le quadrant extérieur. Assis Weinstein, ils affichaient 0 partout. Baltier se tenait près de l'interface principale sur la passerelle. Il n'était pas assis. Il ne s'était pas assis de son quart de travail depuis 4 jours. Son visage était cerné d'ombre. Non pas de fatigue, mais de la lueur de l'interface défaillante qui l'entourait. Les lumières au-dessus de lui bourdonnaient doucement. La ventilation sur le mur du fond cliquait toutes les 6 secondes. La console près de la baie de communication grésillait de microparasites. Mais la carte était nette. Si nette qu'elle paraissait presque artificielle. Les signaux Drexen avaient disparu. Ni brouillés, ni masqués. Juste disparu. L'équipage autour de lui travaillait dans un silence quasi total. Chaque console était occupée, chaque système surveillé, mais personne n'avait besoin d'ordre. Ils assistaient à la fin de quelque chose. La passerelle semblait plus lourde que d'habitude, non pas à cause des variations de gravité, mais parce que personne ne voulait être le premier à parler. L'affichage tactique clignota 3 fois, puis s'arrêta. Perte de signal définitive confirmée. En ingénierie, le système de refroidissement a redémarré automatiquement, compensant un pic de réserve d'énergie inutilisé. Dans la cuisine, la boucle d'alimentation a interrompu son cycle en plein couple. Dans la baie Médicale 1, un panneau mural a clignoté avec un signal de diagnostic manqué. Personne ne l'a éteint. Dans la caserne de l'équipage, un léger bruit a résonné. Le claquement discret de quelqu'un posant un datapad face contre terre. Personne ne bougea pour le ramasser. Baltier ne quitta pas la carte du regard. Le noir de l'espace brillait sur l'écran. Des couloirs vides là où il y avait eu des dents. Des racines débarrassées de toute ombre. Pas de fanfare, pas de missile. Pas de signal d'alerte ni d'insulte finale cérémonielle. Les Drexans étaient partis comme des comptables abandonnant une succursale en faillite. Pas de gloire, juste une retraite. Il n'éleva pas la voix, n'appela pas l'attention de la salle. Il dit simplement, d'une voix égale, il comptait sur la force. Silence. Nous comptions sur la patience. Il la laissa pendre, légère. La différence, c'est que nous avons plus de temps. Personne ne répondit. Non pas qu'ils n'entendirent pas, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Petkovic se tenait près du bord du pont, juste derrière le hublot. Il observait les lointaines lignes d'étoiles où s'attardaient autrefois les traces de sauts des Drexans. Navarro leva brièvement les yeux de sa console, puis laissa son regard dériver à nouveau vers le bas. Orville resta près du panneau des systèmes, bras croisés, tête basse. Aucun d'eux ne bougea. Cette déclaration n'était pas une célébration, mais un verdict. À l'écran, la dernière balise Drexen avait disparu. Rien ne combla le vide laissé. Aucun renfort allié n'arriva. Aucun observateur neutre ne fit de déclaration. Aucun forum interstellaire ne débattit de ce qui venait de se passer. Le sol neuf était calme. Pas sûr. Pas restauré. Juste. Immobile. Sous le pont 3, dans le hall de maintenance, un technicien nommé Carlo était assis, le dos contre un réservoir de liquide de refroidissement, tenant une barre de rationnement qu'il n'avait pas ouverte. En face de lui, 2 jeunes marins observaient le plafond. Personne ne disait mot. Sur le pont 5, le caporal Leight entra dans la cuisine pour remplir une bouteille. Il s'arrêta sur le seuil. Personne n'était à l'intérieur. La chaleur du poste de cuisson continuait de monter. Les lumières vacillaient au-dessus d'une table vide. Il prit une inspiration et partit. Le Galligan maintenait sa position. Son blindage était noirci et irrégulier. La coque présentait encore les coutures déformées d'une collision en orbite. Plusieurs portes de pont étaient verrouillées en mode d'urgence. Le réseau de communication n'avait pas fonctionné à pleine puissance depuis la collision avec le vaisseau éclaireur Drexen. Mais il tenait bon. Pas parfait. Juste présent. Sur la console de Baltier, 3 entrées de journal étaient finalisées. Les forces hostiles avaient quitté sol 9. Aucune poursuite n'avait été menée. Capacité structurelle maintenue à 63%. Système non critique en attente. Statut Galagan, opérationnel. Il n'a ajouté aucune signature, aucun commentaire. Puis il ferma le panneau. Derrière lui, Petkovic baissa les yeux. Navarro fixait le hublot comme s'il s'attendait à ce que quelque chose réapparaisse.
Orville ne bougea pas. Et l'équipage non plus. Ils étaient tous arrivés à la même conclusion. C'était fini, ni proprement, ni triomphalement, mais définitivement, et sans plus rien à quoi résister, seul le bourdonnement du navire subsistait. Un rythme tranquille dans l'obscurité. Aucune musique, aucune médaille décernée, aucune bannière déployée. Il n'y aurait pas de statue pour cette campagne, pas de défilé, pas de retransmission commémorative en direct. Il n'y aurait que le Galagan, brûlé, courbé, respirant, et les gens à bord qui ont choisi de ne pas se briser. Et au-dessus d'eux, les étoiles. Toujours froides, toujours lointaines, mais enfin silencieuses. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu penses, ou dis-moi simplement bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Ah, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. À bientôt.